Elle s'est moquée de mon prétendu poste de secrétaire devant toute la haute société locale. Elle a ri de mes vêtements, de mon silence, de ma supposée médiocrité. Son fiancé, un homme politique arrogant, m'a proposé un poste de standardiste par pitié. J'ai laissé les rires s'éteindre. J'ai laissé le silence s'installer. Et quand j'ai finalement parlé, quand j'ai révélé que je n'étais pas secrétaire, mais le juge d'instruction chargé de signer son mandat d'arrêt pour corruption, la salle de bal s'est figée dans une horreur absolue. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avant de plonger dans cette histoire de vengeance glaciale, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle heure est-il chez vous et depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo? J'adore lire vos réponses, cela me donne l'impression que nous sommes tous assis autour du même feu pour partager ces histoires. Tout a commencé un mardi gris et pluvieux de novembre. J'étais dans mon bureau, au palais de justice de Paris. Pas n'importe quel bureau. C'était une pièce au haut plafond, saturée de l'odeur du vieux papier et de la cire à parquet, où le silence n'était brisé que par le tic-tac d'une horloge ancienne et le bruissement des dossiers judiciaires. Je m'appelle Héloïse. J'ai 36 ans. Et contrairement à ce que ma famille imagine, je ne trie pas le courrier. Je suis juge d'instruction. Pour ceux qui ne connaissent pas le système judiciaire français, c'est un poste solitaire et puissant. On dit souvent que le juge d'instruction est l'homme le plus puissant de France. Je passe mes journées à traquer la vérité, à démanteler des réseaux de corruption, à signer des commissions rogatoires. Mon nom, dans certains cercles parisiens, suffit à donner des sueurs froides à des hommes en costume 3 pièces. Mais pour ma famille, je n'existe pas. Ou plutôt, je n'existe que comme une ombre décevante. Ce mardi-là, ma greffière, une femme efficace et discrète nommée Valérie, est entrée avec une grimace. Madame le juge, ce courrier est arrivé pour vous. Il n'a pas suivi le protocole de sécurité habituel. C'est personnel. Elle tenait une enveloppe couleur crème, d'un goût douteux, parfumée à outrance d'une lavande synthétique qui m'a immédiatement donné la nausée. Je n'ai pas eu besoin de lire l'expéditeur pour savoir d'où cela venait. L'écriture bouclée, presque infantile, avec ses points sur les « i » en forme de petits cœurs, je la reconnaîtrais entre mille. C'était Fleurine. Ma petite sœur. Cela faisait 8 ans. 8 longues années que je n'avais pas vu son visage, ni celui de nos parents. 8 ans que j'avais quitté la maison familiale avec une valise et un cœur en miettes, jurant de ne plus jamais me retourner. J'ai ouvert l'enveloppe avec un coupe-papier, comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction contaminée. À l'intérieur, une carte d'invitation épaisse, ornée de dorures criardes. Le comte et la comtesse de Valmont ont l'honneur de vous convier aux fiançailles de leur fils, Amaury de Valmont, avec mademoiselle Fleurine Montet. Amaury de Valmont. Le nom me disait quelque chose. Pas seulement parce qu'il sonnait faux, comme ces titres de noblesse qu'on achète pour briller en société, mais parce que j'avais vu ce nom passer dans des dossiers récents. Un politicien local, adjoint au maire d'une riche commune de Dordogne, aux ambitions démesurées et aux comptes de campagne flous. Accroché à l'invitation, il y avait un petit post-it jaune fluo. Pas de « Chère Héloïse », pas de « Comment vas-tu ?» Juste ceci. Salut la sœur indigne. Maman a insisté pour que je t'invite. Essaie de venir si ton patron te laisse des congés. Et par pitié, ne nous fais pas honte. Amaury est issu de la vieille noblesse, c'est du très haut niveau. Ne t'habille pas comme une bibliothécaire dépressive. Essaie de ressembler à quelqu'un qui a réussi, pour une fois. Bisous, F. J'ai relu la note. Essaie de ressembler à quelqu'un qui a réussi. L'ironie était si mordante que j'ai failli rire. Je gérais des dossiers impliquant des millions d'euros, je mettais des criminels derrière les barreaux, je servais la République avec une intégrité sans faille. Mais pour Fleurine, pour mes parents, la réussite se mesurait à la taille du diamant à l'annulaire et à la particule devant le nom de famille. J'ai failli jeter l'invitation à la poubelle. C'était le geste rationnel. Pourquoi retourner là-bas? Pourquoi me jeter volontairement dans la fosse aux lions? Je n'avais plus rien à leur prouver. J'avais ma vie, mon appartement boulevard Saint-Germain, mes amis intellectuels, mon respect. Mais mon regard s'est posé sur une photo encadrée sur mon bureau. C'était ma grand-mère, Mémé Solange.
La seule personne de cette famille qui m'ait jamais aimé pour ce que j'étais, et non pour ce que je paraissais. Avant de mourir, elle m'avait fait promettre, ne laisse jamais la rancœur te manger le cœur, ma petite Héloïse. Un jour, ils verront. Un jour, la vérité éclatera. La vérité. C'était mon métier, après tout. J'ai reposé le coupe-papier. Si Fleurine voulait que je vienne, j'irais. Mais je n'irais pas en tant que la sœur effacée et timide qu'ils avaient connue. J'irais en tant que moi-même. Et si Amaury de Valmont était bien l'homme que je soupçonnais, ses fiançailles allaient être bien plus intéressantes qu'une simple réunion de famille. J'ai appuyé sur l'interphone. Valérie ? Apportez-moi le dossier Urbanisme Sud-Ouest, s'il vous plaît. Celui qui concerne les permis de construire frauduleux en Dordogne. Tout de suite, Madame le juge. Fleurine voulait que je ressemble à quelqu'un qui a réussi ? Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. Mais avant de vous raconter mon arrivée au château, il faut que vous compreniez pourquoi je suis partie. Il faut que vous compreniez la blessure, l'injustice originelle qui a forgé la femme froide que je suis devenue. Pour comprendre la haine, il faut remonter à la source. J'avais 28 ans. Je venais de finir mes études de droit, brillante mais épuisée, préparant le concours ultra sélectif de l'École nationale de la magistrature. Je vivais encore chez mes parents, Gauthier et Sabine, dans notre pavillon de banlieue moyenne. Fleurine en avait 20. Elle était le soleil de la maison. Blonde, pétillante, manipulatrice. Elle avait arrêté ses études 3 fois, voulait devenir actrice, puis mannequin, puis influenceuse. Mes parents lui passaient tout. Ils disaient que c'était une artiste, une âme libre. Moi, j'étais la rabat-joie. Celle qui demandait le silence pour réviser le code pénal. Celle qui ne souriait pas assez sur les photos. Un soir, le drame a éclaté. Mes parents gardaient une enveloppe d'argent liquide dans le tiroir du secrétaire du salon. C'était l'argent pour refaire la toiture, fruit de 2 ans d'économie. 3 000 €. L'enveloppe a disparu. Je savais qui l'avait prise. J'avais vu Fleurine rentrer à l'aube, avec des sacs de shopping de luxe qu'elle avait planqués sous son lit. J'avais vu son regard fuyant. Quand mon père a découvert le vol, il a hurlé. Il a rassemblé tout le monde dans le salon. Qui a pris l'argent ? A-t-il tonné, rouge de colère. Fleurine a immédiatement éclaté en sanglots. Des larmes de crocodile, parfaites, roulant sur ses joues roses. C'est Héloïse, a-t-elle balbutié en me pointant du doigt. Quoi ? Ai-je crié, choquée. Tu mens. Je t'ai vu. A continué Fleurine, tremblante. Tu disais que tu avais besoin d'argent pour payer une prépa privée pour ton concours. Que papa et maman ne croyaient pas en toi. C'était un mensonge si énorme, si grotesque, que j'ai cru que mes parents allaient rire. Je n'avais jamais volé un centime. J'étais l'incarnation de la droiture. Mais ils ne m'ont pas cru. Ma mère, Sabine, m'a regardée avec un dégoût que je n'oublierai jamais. Comment as-tu pu, Héloïse ? Nous logeons, nous te nourrissons pendant que tu joues à l'étudiante éternelle, et tu nous voles ? Maman, regarde sous son lit. Ai-je supplié. Regarde les sacs. Mais ils n'ont pas regardé. Parce que regarder sous le lit de Fleurine aurait signifié admettre que leur ange était une voleuse. Il était tellement plus facile, plus confortable, de croire que la fille bizarre, la fille froide, était la coupable. Mon père est monté dans ma chambre. Il a pris mes livres de droit. Mes codes d'Alloz, mes fiches de révision, mes années de travail. Il a ouvert la fenêtre. Et il les a jetés. Il pleuvait ce soir-là, comme aujourd'hui. J'ai vu mes livres tomber dans la boue du jardin. J'ai vu l'encre se diluer. J'ai vu mon avenir se faire piétiner. Sors de chez moi, a dit mon père. Tu n'es plus ma fille. Va faire tes lois ailleurs, petite voleuse. Fleurine pleurait dans les bras de maman, cachant un petit sourire victorieux dans le creux de son épaule. Je le sais, je l'ai vu. J'ai ramassé mes affaires trempées. Je suis partie le soir même. J'ai dormi dans ma voiture pendant 3 semaines. J'ai passé mon concours avec la rage au ventre, la faim tordant mon estomac. Et je l'ai eu. J'ai fini major de promotion.
Mais je ne leur ai jamais dit. Quand j'ai prêté serment, seule ma grand-mère Solange était là. Elle m'a serré la main et m'a dit, « Ils ont jeté tes livres, mais ils ont forgé ton armure. » C'est là que j'ai compris une chose essentielle, la justice ne vient pas de la famille. La justice est une structure que l'on doit bâtir soi-même, pierre par pierre, preuve par preuve. Arrêtons-nous un instant. Mettez-vous à ma place. Imaginez que vos propres parents jettent vos rêves par la fenêtre pour protéger le mensonge de votre sœur. Que auriez-vous fait? Auriez-vous essayé de vous justifier encore et encore, ou seriez-vous parti comme moi? Dites-moi franchement dans les commentaires ce que vous auriez ressenti à ce moment précis. J'ai besoin de savoir si j'ai eu raison d'être aussi radicale. 8 ans plus tard, je suis devenue celle qu'ils ne soupçonnaient pas. Mais pour eux, je restais Héloïse la voleuse, Héloïse la ratée qui a dû fuir la maison par honte. Ils n'ont jamais cherché à savoir où j'étais, ce que je faisais. Pour eux, je survivais probablement en faisant des petits boulots. Et c'est exactement ce qu'ils allaient croire en me voyant arriver au château. Sauf que cette fois, je n'avais plus 28 ans. Et je n'étais plus seule. J'avais la loi avec moi. La plaie était toujours là, mais elle ne saignait plus. Elle s'était transformée en glace. Et la glace, c'est tranchant. 3 jours avant la fête, mon téléphone a vibré. Un nouveau message de Fleurine. Juste un petit rappel, sœurette. La fête se passe dans les vignes du château. Le thème c'est « Bohème chic décontracté ». Mais une robe à fleurs, des sandales, un truc cool. Ne te pointe pas en tailleur noir, tu vas avoir l'air ridicule et tu vas gâcher mes photos. On veut une ambiance festivale, pas enterrement. J'ai froncé les sourcils. Bohème chic, pour des fiançailles organisées par une famille qui se prétend de la vieille noblesse, dans un château classé monument historique en Dordogne? Cela ne collait pas à Maury de Valmont, d'après mon dossier, était un homme obsédé par les apparences, le protocole et la hiérarchie. Un homme qui portait des boutons de manchette en or même pour aller acheter son pain. L'instinct du juge s'est réveillé. Fleurine me tendait un piège. Elle voulait que j'arrive en robe à fleurs bon marché au milieu d'une foule en smoking, pour que je sois, une fois de plus, le vilain petit canard, la tache dans le paysage. J'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé directement le domaine de Valmont. J'ai pris ma voix la plus professionnelle, celle que j'utilise pour interroger les témoins récalcitrants. Bonjour, ici l'assistante de Monsieur de Valmont. Je vérifie les derniers détails pour la réception de samedi. Pouvez-vous me confirmer le dress code communiqué aux invités VIP? La voix du concierge, onctueuse et polie, m'a répondu immédiatement. Bien entendu, madame. C'est une soirée, cravate noire. Smoking obligatoire pour les messieurs, robe de soirée longue ou tenue de gala pour les dames. Le dîner sera servi dans la grande galerie des glaces, pas dans les vignes. Il a plu toute la semaine, le terrain est impraticable. Je le savais. Je ai raccroché avec un sourire froid. Fleurine voulait que je m'humilie. Elle voulait que j'arrive crottée debout, en robe d'été, au milieu des diamants et du velours. Elle voulait me réduire à l'état de « pauvre fille qui n'a pas les codes ». Très bien. Elle voulait jouer? Nous allions jouer. Je suis sortie de mon bureau plus tôt ce soir-là. Je me suis rendue rue du Faubourg Saint-Honoré. Pas chez Zara ou H&M, où Fleurine imaginait sans doute que je m'habillais. Je suis entrée chez Yves Saint Laurent. J'ai choisi un smoking pour femme. Pas une robe. Un smoking. Le pantalon cigarette tombait parfaitement sur mes chevilles. La veste, cintrée, structurée, avec des revers en satin de soie noire, me donnait une allure d'une élégance létale. C'était une tenue de pouvoir. Une tenue qui disait « Je ne suis pas là pour vous séduire, je suis là pour vous diriger ». J'ai ajouté une paire d'escarpins Louboutin, noirs, simples, vertigineux. Pas de bijoux clinquants. Juste une montre Cartier Tank au poignet, sobre, masculine. Et mes cheveux, je les ai tirés en un chignon bas, strict, impeccable. Quand je me suis regardée dans le miroir de la boutique, je n'ai pas vu Héloïse, la fille rejetée. J'ai vu Madame le juge Montet. J'ai vu une femme qui n'avait plus besoin de l'approbation de qui que ce soit. J'ai payé avec ma propre carte Gold. Le prix de la tenue représentait 3 mois de salaire de l'époque où je vivais chez mes parents. Aujourd'hui,
Je pouvais me l'offrir sans ciller. C'était mon armure de guerre. Le samedi matin, j'ai pris le TGV pour Bordeaux. Dans le train, j'ai relu le dossier d'Amaury. Corruption, détournement de fonds publics, attribution frauduleuse de marchés publics pour la construction d'un complexe touristique. Les preuves s'accumulaient. La brigade financière avait fait du bon travail. Il ne manquait plus que quelques confirmations, quelques liens directs. Et quelle meilleure occasion pour observer un suspect que sa propre fête de fiançailles? Arrivé à Bordeaux, j'ai loué une voiture. Pas la petite citadine économique que Fleurine s'attendait à me voir conduire. J'ai loué une Audi A6 noire, vitres teintées. J'ai roulé vers la Dordogne. Les paysages étaient magnifiques, des collines vertes, des rivières sinueuses, des châteaux perchés sur des falaises. C'était une terre de beauté, mais aussi une terre de secrets féodaux, où les notables se croyaient tout permis. En approchant du domaine de Valmont, mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. Pas de peur. D'anticipation. Comme un prédateur qui sent l'odeur du sang. La grille du château se dressait devant moi, imposante, gardée par 2 agents de sécurité. J'ai baissé ma vitre. Bonsoir. Héloïse montait. Le gardien a consulté sa liste sur une tablette. Il a froncé les sourcils. Il a fait défiler l'écran 1 fois, 2 fois. Je suis désolé, madame. Votre nom ne figure pas sur la liste des invités. Bien sûr. Le sabotage continuait. Fleurine m'avait invité, mais elle n'avait pas mis mon nom à la porte. Elle voulait que je l'appelle, que je supplie, que je fasse un scandale à l'entrée pour qu'elle puisse venir me sauver devant tout le monde en disant « Oh, laissez passer ma pauvre sœur, elle n'est pas très organisée. » Je n'ai pas appelé Fleurine. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement ouvert mon sac à main. J'en ai sorti mon portefeuille en cuir. Je l'ai ouvert et j'ai présenté ma carte tricolore. La carte officielle de magistrat de la République française. Le gardien a braqué sa lampe torche dessus. Il a vu le drapeau bleu-blanc-rouge. Il a vu le titre, juge d'instruction. Il a blêmi. Il s'est redressé comme un ressort, perdant toute son arrogance. Oh! Pardonnez-moi, madame le juge. Il doit y avoir une erreur informatique. Je vous en prie, entrez. Voulez-vous que je fasse garer votre véhicule au parking VIP? Ce sera très bien, merci. La grille s'est ouverte lentement. J'ai remonté ma vitre. Je n'étais pas entrée comme la parente pauvre qu'on tolère. J'étais entrée comme l'autorité. La partie venait de commencer. Le château était une merveille architecturale du XVIIe siècle, illuminé comme un sapin de Noël. Des valets en livrée garaient des Porsche et des Jaguars. Mon Audi noir s'est glissé silencieusement parmi elles. Je suis sortie de la voiture. L'air était frais. J'ai ajusté ma veste de smoking. Le bruit de mes talons sur les graviers de la cour d'honneur résonnait comme un compte à rebours. À l'entrée de la grande galerie, c'était un tourbillon de soie, de rires mondains et de tintements de coupes de champagne. Je me suis arrêté un instant sur le seuil pour scanner la pièce. Habitude professionnelle. Identifier les sorties, identifier les cibles. J'ai repéré mes parents presque immédiatement. Ils se tenaient près du buffet, un peu trop raides, un peu trop enthousiastes, essayant désespérément de s'intégrer à la noblesse locale. Mon père, Gauthier, portait un costume qui semblait un peu trop large. Ma mère, Sabine, portait une robe longue bleu nuit à paillettes, un peu trop jeune pour elle. Mais ce n'est pas sa robe qui a arrêté mon souffle. C'était ce qu'elle portait autour du cou. Un rang de perles fines, avec un fermoir en saphir art déco. Le collier de Mémé Solange. Mes mains se sont crispées. Ce collier n'était pas un simple bijou. C'était l'héritage de ma grand-mère. Dans son testament, elle l'avait légué explicitement à moi, sa petite fille aînée. Pour Héloïse, ma perle rare, avait-elle écrit. Mais après son enterrement, ma mère m'avait dit qu'il avait été perdu ou vendu pour payer les frais. J'avais su qu'elle mentait, mais je n'avais pas eu la force de me battre à l'époque. Et la voilà, pavanant avec mon héritage, le portant comme un trophée volé à sa propre fille. La colère, une colère froide et pure, m'a envahi. Ce n'était plus seulement une question de respect. C'était une question de propriété.
Et le vol est un délit. Je me suis avancée vers eux. Les têtes se tournaient sur mon passage. Mon smoking noir tranchait radicalement avec les robes pastel et les froufrous des autres femmes. Je dégageais quelque chose de différent. Une austérité magnétique. Quand je suis arrivée à leur hauteur, ma mère m'a vue. Son sourire s'est figé. Elle m'a scanné de haut en bas, notant le pantalon, l'absence de « féminité » selon ses critères étroits. Héloïse, a-t-elle sifflé entre ses dents, s'assurant que personne d'autre n'entende. Tu es venue. Et, mon Dieu, pourquoi es-tu habillée comme un homme? Tu ressembles à un garçon de café. Mon père a grogné, un verre de whisky à la main. On t'avait dit de faire un effort. Tu fais tâche. Tu aurais pu mettre une robe, pour une fois. Pas de « bonjour ». Pas de « ça fait 8 ans ». Juste la critique, immédiate, viscérale. J'ai soutenu le regard de ma mère. J'ai fixé le collier. Bonsoir, mère. Bonsoir, père. Je vois que tu as retrouvé le collier de Mémé Solange. C'est miraculeux, pour un bijou qui avait été perdu. Ma mère a porté instinctivement la main à son cou, comme pour cacher le vol. Elle a rougi, non de honte, mais de colère d'être prise en faute. Ne commence pas, Héloïse. Ce n'est pas le moment de tes jérémiades. Je le porte en son honneur. Et de toute façon, il va beaucoup mieux à une femme de ma stature qu'à toi. En son honneur? Ai-je répété doucement. Ou pour impressionner tes nouveaux amis riches? Tais-toi, a-t-elle cinglé. Si tu es venu pour gâcher la soirée de ta sœur avec ta jalousie maladive, tu peux repartir. Fleurine est heureuse, elle. Elle a trouvé un homme merveilleux, puissant. Pas comme toi qui finis vieille fille dans un bureau poussiéreux. Je ne gâcherai rien, mère. Je suis juste venue observer. À ce moment-là, une nuée de photographes a crépité vers l'entrée principale. Fleurine et Amaury faisaient leur entrée. Fleurine était spectaculaire, je dois l'admettre. Une robe blanche, immense, qui ressemblait plus à une robe de mariée qu'à une tenue de fiançailles. Elle rayonnait de cette confiance aveugle que donne l'ignorance. À son bras, Amaury. Grand, le teint hâlé artificiellement, les dents trop blanches. Il avait cette allure de politicien de province qui se rêve ministre, une poignée de main trop ferme, un regard qui cherche toujours quelqu'un de plus important par-dessus votre épaule. Ils ont fendu la foule, recevant les félicitations, les bises, les courbettes. Mes parents se sont précipités vers eux comme des courtisans. Je suis restée en retrait, un verre d'eau pétillante à la main. J'étais le spectre au banquet. Fleurine a fini par me voir. Elle s'est détachée de son fiancé et a fondu sur moi. Son visage s'est décomposé quand elle a vu ma tenue Yves Saint-Laurent. Elle espérait la robe à fleurs hippies. Elle a vu l'élégance parisienne. Tu n'as pas eu mon message? A-t-elle chuchoté agressivement en m'embrassant, 2 bises sèches dans le vide. C'était M. Bohème. Ah, vraiment? Ai-je répondu avec un sourire innocent. J'ai du mal comprendre. Mais tu sais, à Paris, le smoking est très tendance. Et puis, je ne voulais pas te faire de l'ombre avec des fleurs. Elle a plissé les yeux. Elle sentait que quelque chose clochait, mais elle était trop narcissique pour comprendre quoi. Bon, peu importe. Essaie de ne pas trop te faire remarquer. Et ne parle pas trop à Amaury, il déteste les conversations ennuyeuses. Il est très intellectuel, tu sais. Il gère des dossiers complexes. Je suis sûre que je saurais me mettre à son niveau, ai-je dit. Elle a ri, un petit rire méprisant. Oui, enfin. Ne lui parle pas de tes classeurs et de ta machine à café. Reste vague. Dis juste que tu travailles dans le juridique. Ça fait plus chic que secrétaire. C'est noté, Fleurine. Elle est repartie vers la lumière, satisfaite d'avoir remis la petite sœur, bien que je sois l'aînée, à sa place. Elle ne savait pas qu'elle venait de donner la permission au loup d'entrer dans la bergerie. Le moment fatidique est arrivé 15 minutes plus tard. Amaury, faisant sa tournée des invités pour recueillir les hommages, est arrivé à ma hauteur. Fleurine n'était pas avec lui, occupée à montrer sa bague à ses copines. Il m'a regardé avec un mélange de curiosité et de dédain. Il avait sans doute entendu parler de la sœur ratée.
Vous devez être Héloïse, a-t-il dit avec une voix de baryton travaillée. Fleurine m'a beaucoup parlé de vous. Enchanté, Amaury. Félicitations. Il a agité sa coupe de champagne. Merci. C'est un grand jour pour nos deux familles. Enfin, surtout pour la vôtre, j'imagine. S'allier au Valmont, c'est une sacrée opportunité. L'arrogance était à couper le souffle. Une opportunité, en effet, ai-je répondu neutre. Fleurine a beaucoup de chance. Et vous? Fleurine me dit que vous êtes resté à Paris. Dans l'administration, c'est ça? Au palais de justice? C'était le moment. Il me tendait la perche. C'est exact. Je travaille au tribunal judiciaire. Il a eu un petit rire condescendant. Ah, l'administration. La lourdeur française. Ça doit être terrible, toute cette paperasse, ces juges qui se prennent pour des dieux, ces procédures interminables. Moi, dans ma mairie, j'essaie de dynamiser tout ça, de couper dans le gras. On a besoin d'action, pas de rond de cuir. Il m'insultait en face, sans même s'en rendre compte. C'est vrai que les procédures peuvent être longues, ai-je concédé. Surtout en matière d'urbanisme. Le code de l'urbanisme est très strict, n'est-ce pas? Surtout l'article L.480-4 sur les constructions illégales en zone protégée. Il a scié. Une micro-expression de surprise. Il ne s'attendait pas à ce qu'une secrétaire cite un article de loi précis. Mais il s'est vite repris. Oh, vous connaissez les numéros des articles? Vous devez faire beaucoup de saisies de données pour retenir ça par cœur. C'est bien. Mais la réalité du terrain est différente. Par exemple, pour mon projet de complexe hôtelier, les Rives Vertes, j'ai dû batailler contre des fonctionnaires obtus qui ne comprennent rien au développement économique. Les Rives Vertes. C'était le nom du dossier sur mon bureau. Le dossier qui contenait des preuves de pots de vin versés à un inspecteur de l'environnement pour déclasser une zone naturelle protégée. Mon cœur battait calmement. J'avais la confirmation de sa bouche même. Les Rives Vertes, ai-je répété lentement. C'est un projet ambitieux. Construire sur une zone humide classée Natura 2000, c'est audacieux. Généralement, ça attire l'attention du parquet. Son sourire s'est un peu crispé. Il m'a regardé plus attentivement. Vous lisez les journaux locaux? Je lis beaucoup de choses. Les dossiers circulent. Il a eu un moment d'hésitation. Une ombre d'inquiétude est passée dans ses yeux. Mais son ego a repris le dessus. Il ne pouvait pas concevoir que la femme en face de lui soit une menace. Pour lui, j'étais juste une petite employée qui répétait ce qu'elle avait entendu à la machine à café. C'est mignon, a-t-il dit en me tapotant l'épaule, j'ai dû me retenir physiquement pour ne pas lui tordre le poignet. Mais ne vous inquiétez pas pour la politique, ma chère. Laissez ça aux hommes qui savent gérer. Contentez-vous de taper vos rapports sans faire de faute de frappe. D'ailleurs, si jamais vous cherchez à revenir dans la région, je cherche une assistante pour classer mes archives. Le salaire ne sera pas mirobolant, mais ce sera toujours mieux que la grisaille parisienne, non? L'audace de cet homme était sans limite. Il me proposait un emploi d'archiviste. À moi, qui dirigeais des commissions rogatoires internationales. J'ai souri. Un vrai sourire, cette fois. Celui du requin qui voit le nageur s'éloigner du rivage. C'est une offre très généreuse, Amaury. Je la garderai en tête. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Parfois, les carrières prennent des tournants inattendus. Il a ri, satisfait de sa charité, et s'est éloigné vers un groupe d'investisseurs. Il ne savait pas qu'il venait de confesser son mépris pour la loi à la personne même qui allait signer sa chute. On nous a appelés pour le dîner. La grande galerie était somptueuse, éclairée par des centaines de bougies. Une longue table d'honneur trônait au centre, décorée d'orchidées blanches et d'argenterie. J'ai cherché mon nom sur le plan de table. Je n'étais pas à la table d'honneur. Ni à la table de la famille proche. Ni même à la table des amis. J'étais à la table 15. La table 15 était située tout au fond de la salle, juste à côté des portes battantes des cuisines. À chaque fois qu'un serveur sortait, une bouffée d'odeur de poisson et un bruit de vaisselle nous parvenaient. Mes compagnons de table? Le photographe,
qui mangeait vite entre deux clichés, la vieille tante sourde d'Amaury que personne ne voulait gérer, et deux adolescents boutonneux, cousins éloignés, qui jouaient sur leur téléphone. C'était le message ultime. Tu n'es rien. Tu es la pièce rapportée qu'on cache près des poubelles. De ma place, je voyais la table d'honneur au loin. Je voyais Fleurine rire aux éclats, renversant la tête en arrière. Je voyais ma mère, rayonnante avec mon collier, trinquer avec la mère d'Amaury. Je voyais mon père fumer un cigare, interdit à l'intérieur, mais qui allait lui dire non. Il buvait du Château Margaux 2015. Je l'ai vu sur la bouteille. À notre table, le serveur a versé un vin de table générique, sans étiquette. J'ai mangé en silence. Le photographe, un type sympa nommé Julien, a essayé de faire la conversation. « Vous êtes de la famille ?» a-t-il demandé en voyant ma ressemblance vague avec la mariée. « Je suis la sœur aînée », ai-je répondu. Il a failli s'étouffer avec son pain. « La sœur ? Et vous êtes ici ? Waouh ! Ambiance. Comme vous dites. Ambiance. Mais mon attention était fixée sur Amaury. Même de loin, je voyais son langage corporel. Il ne mangeait pas. Il buvait beaucoup. Et toutes les 5 minutes, il regardait son téléphone sous la nappe. Il avait l'air fébrile. Je savais pourquoi. Avant de quitter Paris, j'avais autorisé une perquisition préliminaire dans les bureaux de sa société écran. Elle devait avoir lieu ce matin même, discrètement. Ses complices devaient être en train de paniquer et d'essayer de le joindre. Il essayait de garder la face, de sourire pour les photos, mais je voyais la sueur perler sur son front. La fête était en train de devenir une cocotte minute. Et j'étais la seule à entendre le sifflement. Soudain, le tintement d'une fourchette sur du cristal a résonné. Le silence s'est fait. C'était l'heure des discours. Mon père s'est levé le premier. Il a fait un discours mielleux, vantant la beauté de Fleurine et la réussite exemplaire d'Amaury. Il a parlé de fierté, de dignité, de valeur familiale. Chaque mot était une insulte à la vérité, sachant comment il avait traité sa propre fille aînée. Il n'a pas mentionné mon nom une seule fois. Comme si je n'existais pas. Puis, ce fut au tour de Fleurine. Elle a pris le micro, un peu éméchée, les joues rouges. Elle aimait être le centre de l'attention. Merci à tous. Merci. Vous êtes trop chou. Elle a raconté leur rencontre, romancée à l'extrême. Puis, son regard a balayé la salle et s'est arrêté, tout au fond, sur moi, dans la pénombre près des cuisines. Un sourire cruel a étiré ses lèvres. Vous savez, a-t-elle dit dans le micro, je suis tellement heureuse que tout le monde soit là. Même ma grande sœur, Héloïse. Héloïse, où es-tu? Lève-toi. Les projecteurs se sont braqués sur moi. J'ai été aveuglée un instant. Toute la salle s'est retournée. J'ai senti les regards peser sur moi. Des regards curieux, amusés, moqueurs. Je ne me suis pas levée. Je suis restée assise, le dos droit, mon verre à la main. Elle est timide. A gloussé Fleurine. Elle a toujours été comme ça. Un peu sauvage. Un peu, coincée. Des rires ont fusé. Mais je suis fière qu'elle soit venue. Vous savez, la vie n'a pas été facile pour elle. Elle travaille très dur à Paris, dans un petit bureau sans fenêtre, à trier des papiers toute la journée. C'est pas très glamour, hein? Pas comme la vie de château. Nouveau rire. Plus fort cette fois. C'était une humiliation publique, orchestrée avec soin. Elle m'utilisait comme faire-valoir pour briller davantage. Sérieusement, a-t-elle continué, encouragée par le public. On devrait tous l'applaudir. Elle a payé son billet de train toute seule. C'est un exploit avec un salaire de fonctionnaire catégorie C, non? C'était bas. C'était vil. C'était l'attaque d'une petite brute de cour de récréation, mais avec un micro et une audience de 200 personnes. Amaury, sentant le bon filon pour détendre l'atmosphère, et peut-être pour oublier ses soucis, s'est levé et a pris le micro des mains de Fleurine. « Attends chérie », a-t-il lancé, la voix pâteuse. Il ne faut pas se moquer. L'administration, c'est important. Qui d'autre va nous servir le café quand on va au tribunal pour payer nos amendes de stationnement?
La salle a explosé de rire. Mon père riait le plus fort, tapant sur la table. Ma mère s'essuyait les yeux, hilar. Amaury m'a pointé du doigt. Héloïse, sérieusement. J'ai parlé au maire ce matin. Le poste au standard de la mairie est toujours libre. C'est le SMIC, mais on a des tickets restaurants. Allez, dis oui. On te sortira de ta misère parisienne. C'était le coup de grâce. Il me traitait de mendiante. Il m'offrait l'aumône devant tout le gratin de la région. Le rire était général. Un bourdonnement de mépris. Il riait de ma tenue noire, de ma solitude, de ma supposée pauvreté. J'ai posé mon verre. Doucement. Sans bruit. J'ai pris ma serviette en tissu, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai posée sur la table. Le moment était venu. J'ai repoussé ma chaise. Le bruit des pieds de chaise raclant sur le parquet a été couvert par les rires, mais Julien, le photographe à côté de moi, m'a regardé avec inquiétude. Ne faites rien de stupide, a-t-il chuchoté. Ils sont bourrés. Laissez tomber. Je lui ai adressé un petit sourire. Ne vous inquiétez pas, Julien. Préparez votre appareil. Vous allez vouloir immortaliser ça. Je me suis levée. J'ai lissé les revers de satin de mon smoking Yves Saint Laurent. J'ai levé le menton. Et j'ai commencé à marcher. Je n'ai pas marché vite. J'ai marché avec la lenteur délibérée d'un prédateur. J'ai traversé la salle immense, fendant la foule. Le bruit de mes talons loup-boutins sur le parquet ancien a commencé à se faire entendre, un claquement sec, rythmé, autoritaire. Clac. 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 Au fur et à mesure que j'avançais, les rires se sont éteints, table par table. Les gens se retournaient, intrigués par cette femme en noir qui avançait vers la scène avec une aura de puissance glaciale. Ce n'était pas la démarche d'une secrétaire timide. C'était la démarche d'une reine qui vient réclamer son trône. Ou d'un bourreau qui monte à l'échafaud. Arrivé au pied de l'estrade, j'ai monté les 3 marches. Fleurine n'a cessé de rire. Elle a reculé d'un pas, incertaine. Amaury, lui, souriait encore bêtement, pensant que je venais accepter son « offre » ou faire un discours de remerciement larmoyant. « Ah ! Voilà notre Héloïse » a-t-il lancé dans le micro. Elle vient chercher son contrat de travail. Il m'a tendu le micro comme on tend un os à un chien. Je l'ai pris. Mon geste était ferme. J'ai regardé la salle. 200 visages. Mes parents, livides, qui commençaient à comprendre que quelque chose n'allait pas. J'ai attendu. J'ai laissé le silence s'installer. Un silence lourd, épais, insupportable. Le genre de silence qu'on entend juste avant qu'un verdict de perpétuité ne soit prononcé. Puis, j'ai parlé. Ma voix était calme, posée, parfaitement articulée. La voix de la justice. Merci pour cette offre, Amaury. C'est touchant de voir à quel point tu te soucies de ma carrière. J'ai fait une pause. Cependant, je vais devoir refuser le poste de standardiste. Vois-tu, mon emploi du temps à Paris est assez chargé. Je me suis tournée vers lui. J'ai planté mes yeux dans les siens. Mes greffiers seraient très contrariés si je les abandonnais pour répondre au téléphone. Et mes collègues de la chambre d'instruction trouveraient cela curieux. Amaury a froncé les sourcils. Son sourire a vacillé. Greffier ? Chambre d'instruction ? De quoi tu parles ? J'ai continué, montant légèrement le volume, pour que chaque syllabe porte jusqu'au fond de la salle. Je parle de mon travail, Amaury. Celui dont tu te moques depuis 1 heure. Tu as raison sur un point, je travaille avec beaucoup de papiers. Des mandats d'arrêt, des commissions rogatoires, des ordres de perquisition. Un murmure a parcouru la salle. Je ne suis pas secrétaire, Amaury. Je ne suis pas archiviste. Je suis juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris. Le choc a été physique. C'était comme si j'avais giflé 200 personnes en même temps. J'ai vu la mâchoire de Fleurine tomber. J'ai vu mon père lâcher son cigare. Mais je n'avais pas fini. Et c'est drôle que tu parles de « couper dans le gras » et d'éviter les procédures, Amaury. Parce que justement, un dossier très intéressant a atterri sur mon bureau la semaine dernière.
Un dossier concernant la région Dordogne. Le dossier numéro 24B, 890. À la mention du numéro de dossier, Amaury est devenu blanc comme un linge. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur. Il savait. Il connaissait ce numéro. C'était celui de son enquête. Les rives vertes, n'est-ce pas? Ai-je poursuivi implacablement. Corruption d'agents publics, faux et usage de faux en écriture publique, blanchiment de fraude fiscale. La salle était pétrifiée. On aurait entendu une mouche voler. À ce moment précis, un homme âgé, assis à une table VIP près de l'estrade, s'est levé brusquement. Je l'ai reconnu. C'était Maître Depond-Moretti, homonyme, un avocat local très respecté. Il a ajusté ses lunettes et a crié, la voix tremblante, « Mon Dieu !» Mais c'est la juge Montet. La dame de fer. C'est elle qui a fait tomber le réseau des ports francs à Marseille l'année dernière. La confirmation par un tiers a fait l'effet d'une bombe. Ce n'était pas une blague. C'était réel. La secrétaire ratée était en réalité l'une des figures les plus redoutées de la magistrature française. Amaury a reculé, trébuchant presque sur la traîne de Fleurine. C'est impossible. Vous. C'est très possible, Amaury, ai-je répondu froidement. Et pour répondre à ta question sur les fautes de frappe, non, je n'en fais jamais. Surtout quand je signe un mandat de dépôt. La panique s'est emparée du regard d'Amaury. Il regardait autour de lui comme un animal piégé. Ses invités, ses complices potentiels, le regardaient avec horreur, s'éloignant physiquement de lui comme s'il était contagieux. Fleurine, elle, était en état de choc catatonique. Elle me regardait comme si j'étais une extraterrestre. Son monde de mensonges, bâti sur ma supposée infériorité, venait de s'écrouler en poussière. Héloïse, balbutiait-elle. Mais... Maman a dit que... Papa a dit que... Papa et maman ont eu tort, Fleurine. Comme d'habitude, ai-je tranché. Je me suis tournée vers mes parents. Ils étaient toujours assis, figés. Ma mère avait la main sur sa poitrine, respirant difficilement. Mon père était rouge brique, une veine battant sur sa tempe. Ils réalisaient l'ampleur de leur erreur. Ils avaient chassé, méprisé et humilié la seule personne de cette famille qui avait réellement du pouvoir et de l'honneur. J'ai repris le micro une dernière fois. Je ne suis pas venu ici pour gâcher votre fête. Je suis venu parce que j'ai été invité. Mais je vois que la réalité de qui je suis vous dérange. C'est dommage. La vérité est parfois brutale, mais elle est toujours nécessaire. J'ai regardé Amaury droit dans les yeux. Profite de ta soirée, Amaury. Bois ton champagne. Parce que dès lundi matin, mes officiers de police judiciaire viendront te chercher à la mairie. Et crois-moi, leur dress code à eux est beaucoup moins flexible que le mien. J'ai lâché le micro. Le son sourd du micro heurtant le sol a résonné comme le coup de marteau final d'un juge clôturant une audience. Boum. Je suis descendu de l'estrade. Personne n'a osé me barrer la route. La foule s'est écartée comme la mer Rouge devant Moïse. Les regards avaient changé. Il n'y avait plus de moquerie. Il y avait de la peur. De la crainte. Et, chez certains, une admiration réticente. Je marchais vers la sortie, mais j'avais une dernière chose à régler. Je me suis arrêtée devant la table de mes parents. Ma mère tremblait. Elle n'osait pas me regarder dans les yeux. Héloïse, a-t-elle chuchoté. Pourquoi tu ne nous as rien dit? On aurait pu. On aurait été si fiers. Fiers? Ai-je coupé? Vous auriez été fiers de mon titre. De mon salaire. De mon pouvoir. Mais vous n'avez jamais été fiers de moi, votre fille. Vous m'avez traitée de voleuse. Vous avez jeté mes livres. Je me suis penchée vers elle. Mon visage était à quelques centimètres du sien. Et maintenant, mère, tu vas me rendre ce qui m'appartient. Elle a porté la main à son cou, protégeant le collier. Non. C'est à moi. Je suis ta mère. Tu es ma génitrice, Sabine. Tu as cessé d'être ma mère le jour où tu as choisi le mensonge de Fleurine plutôt que ma vérité. Ce collier est à moi. C'est le legs de Mémé Solange. Et contrairement à toi,
je respecte les dernières volontés des morts. J'ai tendu la main, paume ouverte. Donne-le-moi. Maintenant. Ou je porte plainte pour vol et abus de confiance dès demain matin. Et tu sais que je gagnerai. Tu viens de voir qui je suis. Elle a vu la détermination dans mes yeux. Elle a vu le juge, pas la fille. Elle savait que je ne bluffais pas. Avec des mains tremblantes, elle a déverrouillé le fermoir en saphir. Les perles ont glissé de son cou. Elle a déposé le collier dans ma main. Il était chaud contre ma peau. Merci, ai-je dit simplement. Je l'ai glissé dans la poche de mon smoking. Mon père a essayé de parler, sa voix rauque et brisée. Héloïse. Attends. On peut s'expliquer. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu es notre sang. Je l'ai regardé avec une pitié froide. Le sang ne suffit pas, Gauthier. Le sang fait de nous des parents. La loyauté fait de nous une famille. Vous n'avez ni l'un ni l'autre. Je me suis redressée et j'ai repris ma marche vers la sortie. Derrière moi, le chaos a éclaté. J'ai entendu Florine hurler sur Amaury. Tu m'as dit qu'elle n'était rien. Tu m'as dit qu'elle était secrétaire. C'est de ta faute. J'ai entendu Amaury crier. Tais-toi, idiote. Tu ne comprends pas? Ma vie est finie. Elle a le dossier. Elle va m'envoyer en prison. Le château de cartes s'effondrait. La façade parfaite des Valmont-Montais se fissurait de toutes parts. Les invités commençaient à partir, gênés, ne voulant pas être associés à un scandale politique imminent. J'ai poussé les lourdes portes en chêne du château. L'air de la nuit m'a frappé le visage. Il était pur, frais, nettoyant. Les gardes de sécurité à l'entrée, ceux qui m'avaient laissé passer, m'ont salué respectueusement. Bonne soirée, madame le juge. J'ai hoché la tête. Bonne soirée, messieurs. Je suis monté dans mon Audi. J'ai démarré le moteur. J'ai regardé une dernière fois le château illuminé dans le rétroviseur. C'était une belle cage dorée, pleine de gens vides. Mon téléphone a commencé à vibrer frénétiquement. Des appels de ma mère. De mon père. De Florine. Des SMS d'excuses, de supplications, de menaces voilées. Héloïse, réponds. On est désolé. Tu ne vas pas vraiment arrêter Amaury? Pense à la famille. Maman fait un malaise, reviens. J'ai pris le téléphone. J'ai ouvert la fenêtre. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai éteint l'appareil. Complètement. Le silence est retombé dans l'habitacle. Je n'étais plus en colère. Je me sentais légère. D'une légèreté incroyable. Le poids de 8 ans de rancœur, de désir de reconnaissance, venait de s'évaporer. Je n'avais plus besoin qu'ils m'aiment. Je n'avais plus besoin qu'ils me comprennent. Je les avais vus tels qu'ils étaient, petits, mesquins, effrayés. Et ils m'avaient vu telle que j'étais, puissante, intègre, intouchable. J'ai conduit dans la nuit noire de Dordogne, les phares balayant la route. J'ai sorti le collier de ma poche et je l'ai posé sur le siège passager. On rentre à la maison, mémé, ai-je murmuré. Le lendemain matin, lundi, j'étais à mon bureau à 8 heures précises. Valérie, ma greffière, m'a apporté un café. Vous avez passé un bon week-end, madame le juge? La fête de famille s'est bien passée? J'ai souri en signant le mandat d'arrêt contre Amaury de Valmont et 3 de ses associés. C'était très instructif, Valérie. Disons que la justice a été rendue. Appelez la PJ de Périgueux. Dites-leur qu'ils peuvent procéder aux interpellations. Amaury a été arrêté le matin même, alors qu'il essayait de détruire des documents à la mairie. L'image de lui, menotté, sortant de l'hôtel de ville, a fait la une des journaux locaux. Les fiançailles ont été annulées. La réputation des Valmont a été anéantie. Mes parents ont essayé de me contacter pendant des mois. Ils ont même envoyé des lettres à mon bureau. Je ne les ai jamais ouvertes. Je les ai renvoyées à l'expéditeur avec la mention « Inconnu » à cette adresse. Florine m'a envoyé un long email, 6 mois plus tard. Elle s'était séparée d'Amaury, évidemment, maintenant qu'il n'avait plus d'argent ni de pouvoir. Elle disait qu'elle avait grandi, qu'elle voulait recommencer à zéro avec sa grande sœur.
Elle me demandait si je pouvais l'aider financièrement, car elle avait des dettes. J'ai appuyé sur « Supprimer ». Je n'ai pas de haine pour eux. La haine demande trop d'énergie. J'ai de l'indifférence. Et l'indifférence est la plus haute forme de mépris. J'ai ma vie. J'ai mon travail. J'ai le collier de ma grand-mère autour du cou, contre mon cœur. Je suis Héloïse Montet, juge d'instruction. Et je n'ai plus jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est la fin de mon histoire. Une histoire qui prouve que le karma existe, mais qu'il a parfois besoin d'un petit coup de pouce, et d'un smoking bien coupé. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu des situations similaires. Peut-être pas avec un mandat d'arrêt à la clé, mais avec cette sensation d'être le « mouton noir », celui qu'on ne prend pas au sérieux. Voici ce que j'ai appris, ne laissez jamais personne définir votre valeur. Pas vos parents, pas vos frères et sœurs, pas vos ennemis. Votre valeur se construit dans vos actions, dans votre travail, dans votre intégrité. Le succès est la meilleure des vengeances. Mais le succès silencieux, celui qui explose au visage de vos détracteurs quand ils s'y attendent le moins, est encore plus savoureux. Si vous êtes dans cette situation, si vous êtes celui ou celle qu'on méprise, travaillez. Construisez votre château en silence. Et un jour, quand ils viendront frapper à votre porte pour demander de l'aide ou de l'attention, vous aurez le choix d'ouvrir, ou de laisser la grille fermée. J'ai choisi de laisser la grille fermée. Et je n'ai jamais aussi bien dormi. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, mettez un « j'aime » sur la vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et surtout, partagez dans les commentaires, avez-vous déjà pris une revanche éclatante sur quelqu'un qui vous avait sous-estimé? Je veux lire vos victoires. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine histoire. À très bientôt.